demande aux États africains de favoriser la formation, et notamment la formation professionnalisante aussi, parce qu'il n'y a pas que la formation abstraite qui est une formation de valeur. Voilà, vous allez en France, il y a des boulangers qui sont meilleurs ouvriers de France. Je vous garantis qu'ils sont tellement respectés que des médecins viennent s'incliner devant eux par respect pour leur talent. Le talent est multiforme, protéiforme. C'est une métamorphose permanente de l'être humain. Conserver des valeurs, ce n'est pas être dans le conservatisme. Et l'émergence doit se faire, ok, mais ça passera par l'absence de stagnation. Le conservatisme, c'est de la stagnation. Je ne peux pas être comme mon arrière-grand-mère. Je ne veux pas être comme elle. Je garde d'elle ce que je trouve nécessaire, humain, fondamental. Mais tout ce que je trouve chez Marguerite Yourcenar, je prends et j'ajoute. Parce que si vous ne prenez pas sur les autres cultures prendront chez vous pour s'enrichir encore davantage. Un écrivain appartient à tous ceux qui se donnent la peine de le lire. Voilà, Goethe n'a pas écrit que pour des Allemands. Et Victor Hugo n'a pas écrit que pour les Français. Quelqu'un peut être au bout du monde, vous voir raconter quelque chose sur la mort, sur l'amour, sur la famille et être touché. J'ai écrit un livre sur les Domujitles. J'ai des gens qui m'écrivent du Japon pour me dire à quel point ils se reconnaissent. Le Japon n'a rien à voir avec le Sénégal. Et si mes livres sont traduits aujourd'hui dans le monde, c'est aussi parce que je parle tout simplement de la dignité humaine. Alors, je veux une Afrique debout, une Afrique fière, mais je ne veux pas une Afrique ethnocentrée. Vous n'êtes pas les meilleurs du monde. Vous êtes des gens parmi le monde. Vous avez une place dans le monde. Et pour se faire respecter dans le monde, on doit accepter de se reconnaître dans les autres. C'est seulement à ce prix-là que nous pourrons les inviter à se reconnaître en nous. Et au précédent, Senghor parlait de la troisième voie. C'était la voie de l'Afrique conciliant. Quand au Sénégal, on dit « Mandouma de Gogdiou », on a déjà rompu une des premières valeurs fondamentales du Sénégal, le masla. Je peux être en Strasbourg, je ne respecte pas le masla parce que je n'attaque jamais un collègue. Mais si un collègue m'attaque sur les arguments, je suis présente sur le terrain, il n'y a aucun problème. Les vraies valeurs, ce sont les valeurs de la dignité humaine. Que l'on soit noir, jaune, blanc, les vraies valeurs, comme le disait madame, quand on parle de l'argent, de la corruption des esprits par le bien-être matériel, ce que dit madame est valable à Paris, valable à New York, valable à Shanghai. C'est ça ma littérature. Ma littérature, c'est une littérature qui dit « Ma bagne, li du mo ko nangu ». Si quelque chose ne me convient pas, je vais le dire. Qu'on m'aime ou pas, c'est le cadet de mes soucis. Écrire pour moi, c'est pousser et pousser nuitamment le cri que je n'ai pas pu taire. Si mon cri dérange quelqu'un, je suis désolée. Ce ne sont pas les mots qui décrivent la blessure, qui sont violents. C'est la blessure qui est décrite elle-même, qui l'était déjà à l'origine. C'est ce qui a précédé le mot Khessaou. Et Benveniste disait que le mot chien ne meurt pas. Mais on sait ce qu'on entend quand on entend chien. Donc on peut être de la même famille, être éduqué de la même manière, écrire et ne pas dire la même chose. Ce n'est pas un problème. Vouloir que tout le monde pense comme vous, c'est du despotisme. C'est anti-artistique. Et moi, je dis, lire un écrivain pour et par ses origines. Vous m'entendez bien? Lire un écrivain pour et par ses origines, c'est une hérésie littéraire. C'est contraire à la création artistique. On doit lire un auteur et dire « ce livre-là me fait sourire » ou « ce livre-là me fait réfléchir » ce livre-là me donne une éducation sociale. Ce livre-là me renseigne sur la sociologie sénégalaise de cette période-là. Ce livre-là me dévoile quelque chose du Japon que je ne connais pas ou du Ghana où j'ai été. J'ai rencontré des gens en me reconnaissant en eux mais sans pouvoir nommer. Ce livre-là a nommé des choses pour moi. Le fait de dire ça, c'est absolument indépendant de la couleur. L'Afrique doit s'affranchir des œillères de la couleur. Et je précise mes mots. Pendant longtemps, la négritude a été organisée sur des thèmes imposés. Le fait d'être noir suffisait pour justifier un livre. Même quand il était médiocre, on le publiait pour soutenir l'Afrique. Je ne veux pas qu'on me soutienne, je veux qu'on me respecte. Et ce respect-là, c'est de la formation, c'est du talent. La question aujourd'hui, c'est le plus que dans le Sénégal. C'est la voie de l'Afrique, dans la mondialisation.
Les Parisiens ne se lèvent pas en pensant à vous. Alors il faut que l'Afrique arrête de se réveiller en se positionnant par rapport à l'Occident. Alors vous êtes trop occidental, pas assez africaine. Alors vous êtes trop libre, pas assez sénégalaise. Tout ce qui m'intéresse, c'est que partout où je vais dans le monde, on dit « Ah, c'est une Française, elle parle des droits de l'homme ». Partout où je parle dans le monde, on dit « Ah, c'est une héritière de Senghor, elle parle des droits de l'homme, de l'universalisme ». Je n'ai pas honte de Boursine, Koumba Ndoffène Diouf, mais Marianne porte plainte contre ceux qui maltraitent ses valeurs. Marianne porte plainte contre ceux qui rétrécissent son identité et ses valeurs ont toujours été universelles. Et comme on ne l'entend pas, mais beaucoup de gens s'expriment en son nom, ben, un jour je me suis dit, mais si elle pouvait nous parler directement, qu'est-ce qu'elle nous dirait? Je pense qu'elle pointerait du doigt ceux qui maltraitent ses valeurs fondamentales. Alors, liberté, égalité, fraternité, évidemment. Beaucoup de gens s'attribuent Marianne. En quoi certains sont moins légitimes que d'autres? Les moins généreux sont moins légitimes. Parce que je pense que Marianne, comme toute mère, voudrait rassembler tous ses enfants et pacifier les relations sociales, pacifier la communauté nationale, la souder plutôt que la fragmenter. Alors que beaucoup parlent pour la fragmenter. Et donc, elle porte plainte contre tout ce qui exclut, contre tout ce qui définit son identité par la négative, par restriction. Alors qu'il faudrait dire, ben, la France c'est ça et ça, nos valeurs ce sont celles-ci et notre projet c'est celui-ci. Au lieu de dire cela, on nous dit la France ce n'est pas ceci, la France ce n'est pas cela. Mais comme je dis souvent, dire ce que n'est pas l'Atlantique ne suffit pas pour dessiner ses contours. Donc à un moment donné, il faut nous dire quelles sont les valeurs de la France et comment les défendre. Est-ce que c'est un mal français de justement être dans cette posture-là, au lieu de proposer quelque chose de positif, d'appuyer sur tout ce qui est négatif? Non, ce n'est pas un mal français et il ne faut pas que les Français se l'attribuent. C'est général, c'est partout dans tous les pays. Chacun veut définir une identité. Donc je pense que c'est une histoire de générosité à défendre dans tous les pays. Au Sénégal, comme en France, comme en Allemagne, comme aux États-Unis. Vous voyez, Donald Trump, par exemple, veut nous dire ce que c'est que l'Amérique, mais en l'opposant à d'autres personnes qu'il voudrait exclure. Et je pense que c'est notre époque qui se rétrécit, qui se bloque sur elle-même. Et nous devons ouvrir les fenêtres pour dire, ouf, nous voulons un peu d'air, nous voulons rencontrer les autres, nous voulons de l'ouverture, nous voulons le dialogue, parce que c'est l'époque de la mondialisation. Et vouloir se refermer, c'est aller vraiment contre le mouvement de l'histoire. Est-ce que ce livre aurait encore un sens maintenant? C'est-à-dire que, est-ce que le combat continue en permanence, en fait, c'est ça? Je pense que défendre les valeurs de la France, c'est une histoire sans répit. Si on arrête de les défendre, c'est comme notre liberté. Si on arrête de la revendiquer, nous la perdrions. Donc il faut défendre ces valeurs-là pour les installer, pour les consolider, pour toujours les porter avec nous. Il n'y a pas de période pour défendre les valeurs de la France. Il ne faut pas attendre seulement les périodes électorales. Même si j'ai écrit ce livre à une période électorale, c'est parce que c'est le moment où on donne beaucoup plus de voix pour ces choses-là. Mais je pense que même après la campagne électorale, nous devons continuer justement dans cette idée de défendre l'unité nationale, dans cette idée de défendre l'ouverture culturelle et le dialogue social. Alors ça, ce sont beaucoup de discours que peuvent tenir les politiques, hein, puisque c'est de la politique générale. Mais comment nous, au quotidien, on peut défendre comme ça des petits morceaux? Ben, avant de critiquer le café turc, il faut en boire. Comme ça, vous saurez c'est quoi le goût. Avant de critiquer le tchéboudienne sénégalais, mais mettez-vous à table avec des Sénégalais, mangez ensemble. Vous verrez, vous pouvez aussi apprécier. Moi, j'ai dû découvrir la choucroute, je ne connaissais pas. Donc, et ce qui est valable pour nos papilles, c'est valable aussi pour nos neurones. Donc, si vous découvrez la culture de l'autre, eh bien, cette personne-là cesse d'être étrange pour vous. Donc, vous pouvez apprécier une culture parce que vous la découvrez. Donc, vous verrez ses beautés cachées. Rien n'est acquis, rien n'est superficiel. Il faut aller au-delà des apparences pour découvrir les valeurs fondamentales d'une culture, d'un pays, de toute autre nation. C'est pas que la France. Donc oui, les autochtones doivent s'ouvrir pour accueillir, mais les accueillis, les personnes qui viennent d'arriver doivent aussi faire un effort de curiosité et s'adapter, avoir la curiosité de l'autre. Et donc c'est une marche où chacun doit faire un pas vers l'autre. Pourquoi à un moment donné avoir peur de l'autre devient presque une définition de soi? C'est triste.
d'être là comme du pain rassis là. Mais un peu d'ouverture, regardez le thé, si vous lui mettez de l'eau, le thé s'épanouit, ouvre ses feuilles et là vous avez le parfum et vous avez un super thé. Donc tout ce qui est rétréci, racorni et tout petit, ce n'est pas généreux, ça ne correspond pas à la France. J'ai aimé ce pays avant de le connaître. Pourquoi? Parce que ces auteurs, ces grands auteurs ont su parler et porter des valeurs internationales. Donc si vous dites liberté, égalité, fraternité, c'est valable partout sur cette planète. Tout le monde rêve de ça. Et la France a ça comme devise. Comment les enfants de ce pays, le pays des droits de l'homme, comment les enfants d'un tel pays peuvent imaginer, garder les valeurs de ce pays et rien que pour eux? C'est de la bêtise parce que le monde entier se reconnaît dans les valeurs de ce pays. Et moi, je suis très fière de me dire, je suis franco-sénégalaise. Ça veut dire, je ne suis pas seulement sénégalaise, je suis plus que ça. Et je ne suis pas seulement française, je suis plus que ça. Parce que je suis franco-sénégalaise, donc tout ça m'appartient. J'ai tout de suite demandé à Philippe Brachet, est-ce que je suis libre d'écrire ce que je veux? Donc c'est sur le Népal, c'est sur les réfugiés, mais est-ce que d'abord je suis libre de choisir le genre qui m'intéresse, nouvelle, poème ou n'importe quoi, mais est-ce que je suis libre de mon choix stylistique, de ma manière de raconter l'histoire et même de la manière de peut-être de découper des histoires? Et il m'a dit oui, tu es libre de construire comme tu veux. Donc d'une manière générale, dans ma vie d'auteur débutante, c'est la première fois que j'acceptais une contrainte de cette nature par rapport à un thème. Puis après, j'ai fait ce voyage avec un carnet. Je n'ai pas écrit là-bas. J'ai pris beaucoup de notes. Puis quand je suis rentrée chez moi, j'ai laissé reposer. Puis je me suis rendu compte qu'au moment où j'ai commencé à écrire, les notes ne me servaient plus. C'est-à-dire, je m'installais devant mon ordinateur et l'ambiance, les rencontres, les visages, tout ressortait avec les émotions que j'avais ressenties là-bas. Et là, je me suis retrouvée détachée de l'obligation d'écrire pour entrer dans le plaisir de raconter une découverte humaine, des rencontres. Donc là, les affaires en vrac, c'est quelque chose qui m'a marqué. Dans toutes les pièces où on entrait, vous avez des gens sur le départ. Comme quelqu'un qui n'est pas installé. Les gens ne sont pas installés, ils sont suspendus. Et il y a toujours des affaires rangées dans un coin. Comme s'ils attendaient une cloche pour lever l'encre. Il y a la précarité aussi, vous voyez les huttes qu'on a ici, c'est très réduit. Et les gens sont contraints de rester là-dedans à partir de 17 h. Donc dans un de mes textes, je me demande que reste-t-il des couples, que reste-t-il des amours, que reste-t-il de la dignité quand les gens sont contraints à brûler leur patience dans des picots comme ça à partir de 17 h jusqu'au lendemain matin. Et puis là, les sacs, évidemment, les calories de la survie. Il y a des grammes, donc j'ai plus 2100 calories par jour pour maintenir en vie. Donc cette nourriture qui est pesée, mesurée, même les grammes de sel. Donc voilà, les gens dépendent de ça et il faut construire et faire des plats succulents, nourrir les enfants, étonner son mari, tout en n'ayant pas la liberté de varier ses ingrédients, puisqu'on dépend de l'aide humanitaire. Alors là, ce sont les anciens qui m'inspirent une phrase que les graines poussent sur les cendres. Parce que ce sont les anciens qui acceptent de laisser leur histoire, de changer de pays, d'abandonner tous leurs souvenirs pour permettre à leurs enfants d'aller construire une nouvelle vie ailleurs. Donc ce sont les sacrifiés pour moi, les anciens. Donc, et puis vous voyez cette nature luxuriante. Donc je dis que dans cet endroit du monde, on aurait mis un hôtel 5 étoiles, les touristes se battraient pour y aller. Et je trouve que c'est presque l'oxymore de la vie parce qu'il y a la tragédie humaine devant la beauté absolue de la nature. Ça m'a marqué aussi. Comme si la vie s'arrêtait à 17 h. Donc maintenant, si vous discutez avec les gens, les Népalais de la ville, ils disent, mais s'ils sortaient, je dis, pourrais voir un spectacle, aller dans un resto, et on va vous répondre, ça c'est les pragmatiques. Mais oui, mais ils n'ont pas de quoi payer un ticket de spectacle ou aller au resto. Soit. Mais quand même, c'est aussi un plaisir de flâner tout simplement le soir, juste pour le bonheur de se dégourdir les jambes. Eux, ils n'ont pas le droit de faire ça. Et donc, on est cantonné. Il y a, pour moi, le confinement s'ajoute à la douleur d'être limité dans sa liberté dans la journée, puisqu'ils n'ont pas le droit de travailler. Sachant qu'ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas non plus le droit de quitter ce camp. Et
mettre toutes les générations dans ces bicoques où les jeunes sont contraints à la sagesse finalement. Ils doivent vivre comme des moines. Voilà, c'est ça. C'est quoi avoir 20 ans au Népal, dans un camp de réfugiés, et n'avoir pas le droit de sortir pour des jeux coquins le soir? Et en même temps, il y a ces choses terribles, il y a l'enfermement, il y a effectivement le manque de nourriture, 2100 calories, mais avec tous les 15 jours de distribution, et c'est toujours la même chose, un peu de maïs, un peu d'orge, voilà, donc c'est quand même très ennuyeux au bout de 20 ans. Et à côté de ça, vous racontez énormément de choses, et ça c'est vraiment tout l'intérêt du projet, c'est que c'est pas le regard du journaliste très formel, c'est que vous racontez des moments magnifiques où vous dansez, où vous faites la cuisine avec les dames. Vous savez, parmi mes rêves de petite fille, je voulais être journaliste. Donc au Népal, je me suis rendu compte que j'étais même pas capable de tenir l'interview, puisque les dames elles m'interrogeaient, les jeunes filles m'interrogeaient, du coup je ne pouvais pas mener la chose. Il y a un stage à refaire. Et pour la simple et bonne raison que les événements arrangeaient la suite de la rencontre. Un jour, je suis partie voir des dames, j'avais rendez-vous avec les dames dans un secteur. C'est très organisé, très structuré, il y a une représentante de secteur, c'est presque comme la députée locale du secteur. Et les dames m'ont reçu en m'apportant une très belle assiette. Moi, j'avais déjeuné avant d'y aller. Il faut dire que Arte nous a bien traités. Donc, on repart quand vous voulez. Donc, j'avais déjà déjeuné, mais on arrive et les dames m'apportent une assiette avec du riz au curry, des pommes de terre au safran, de très belles couleurs comme ça dans l'assiette, avec une générosité incroyable. Premier réflexe, je me dis, mais je ne vais pas les priver du peu de nourriture dont elles disposent. Et puis la dame, elle insiste. Et alors j'en prends et je mange. Et à un moment donné, elle dit à Dipina, notre traductrice, eh bien, on est contente qu'elle mange ici parce que souvent les gens ont peur de manger chez nous à cause des maladies. Donc déjà, ça, c'était la proximité. Après, elles ont mis de la musique. Elles ont commencé à danser pour me montrer les danses de leur pays, de leur culture. Et elles m'ont dit, après, tu nous montres une danse de chez toi. Donc chez toi, c'était assez compliqué, la France ou le Sénégal. Du samta mona, du mbala, ou une bourrée, ou une gigue, je ne sais pas, ou du French cancan. Et elles me disent, il faut quand même nous montrer. Et puis quand elles ont fini de danser, j'étais très timide. On se sent vulnérable quand on est au milieu de gens qui parlent une langue qu'on ne possède pas. Donc je me sentais très ridicule et vulnérable. Et elles ont insisté. Je dis, ce n'est pas avec cette musique que je peux vous montrer. Oui, mais c'est pas grave, montre-nous juste comment tu ferais. Et puis je me suis déchaînée. Donc j'ai dansé, et puis c'était un moment très joyeux. Donc les camps de réfugiés, c'était pas un endroit pour des pleurnichards. C'est un endroit pour des gens qui tiennent vaille que vaille, qui gardent la tête haute, qui ont de l'hospitalité, la dignité et des rêves pour demain.